Je pense qu'il va pas être long. Alors on va passer au dernier sujet, professeur Chaker Malawi. Bon, je sais que tu vas maîtriser le temps, c'est 20 minutes s'il te plaît, pour nous traiter du vaccin anti-SARS-CoV-2 et des allergies s'il te plaît, et c'est de respecter le temps. Merci Madame la Présidente, merci à la FAPAC pour son invitation. Un appel très important pour appréhender un peu la suite, on va voir un peu quels sont les mécanismes qui sont mis en cause, quel est l'agent causal et puis quelle est la prise en charge. Je vous rappelle que le problème des allergies au vaccin, donc en milieu pédiatrique, est très connu. Un nourrisson reçoit les premières années jusqu'à entre 17 et 22 vaccins. Donc de temps en temps, il y a des réactions allergiques et parfois des réactions anaphylactiques graves. Mais ça n'empêche pas de recevoir ces vaccinations. Et donc c'est juste quand il y a un problème, donc il faut toujours chercher quel est le mécanisme. En effet, le vaccin, c'est outre la fraction antigénique, il y a des adjuvants, il y a des contaminants. On peut trouver de la gélatine, des moisissures, que dans les vaccins de l'hépatite, des antibiotiques, des protéines d'œufs et parfois du lait. Donc c'était très important de déterminer l'agent causal, de déterminer le mécanisme. Souvent ce qu'on a, c'est soit des petites fièvres avec la petite douleur, ça à la limite on s'en fout. Et parfois les réactions localisées qui relèvent d'un mécanisme hyperhumain, avec un dépôt d'IgM, d'IgG au niveau du site d'injection, ça donne des réactions localisées importantes, plus de 10 cm. Et parfois il y a des réactions généralisées qui vraiment posent le problème. Là il faut identifier l'agent causal, étudier la structure, l'excipient, qu'est-ce qu'il y a, et selon le mécanisme d'action, selon la sévérité de la réaction, soit on sursoit à la vaccination, mais s'il est indispensable, soit on cherche une autre alternative où il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas le même agent qui est responsable, qui a provoqué la gêne au niveau de l'excipient, soit on fait une méthode d'accoutumance. Et puis donc arrive la pandémie, donc tout le monde attendait le vaccin, donc on commence rapidement des vaccins qui apparaissent sur le marché, on commence à étudier un peu leur composition. Donc voilà, le polyéthylène glycol qu'on va voir un peu tout à l'heure, le polysacharide, mais il y a d'autres composants au niveau des vaccins. Donc chaque pays a choisi un petit peu ses vaccins selon le prix et la disponibilité. Et puis donc la première alerte est venue un peu de l'Angleterre suite à deux personnes de santé qui ont fait des anaphylaxies un peu suite à la première administration. La CDC également a rapporté énormément de causes. Et puis donc on a commencé à chercher la petite bête dès qu'il y a un incident, il est notifié, il est clarifié. Et donc il y avait des cas d'anaphylaxie, il y avait des cas, il y avait des myocardites qui ont été rapportés, des Guillain-Barré, des myélites. Donc tout ça a été rapporté. Alors ça c'est, durant les essais cliniques, l'observation elle est très méticuleuse. Et si vous remarquez là au niveau de la phase d'observation, donc même dans le groupe placebo, donc je vais sortir, il y avait un petit, ça marche pas, même dans le groupe placebo, il y avait un petit choc anaphylactique qui a été rapporté. Donc c'est dire que parfois donc on impute énormément au vaccin, mais toute réaction adverse n'est pas immunologique. On a continué à surveiller, donc il y avait des réactions immédiates, des réactions retardées. Voilà. Donc sur le plan du Sinopharm, donc il n'y a pas beaucoup d'études, les Chinois ne le publient pas beaucoup. Ça c'est durant l'essai clinique, on a demandé un peu notre avis, donc parce qu'il y avait un problème une fois. Et voilà ce qui était recensé un peu des réactions cutanées au site d'injection, des troubles neurologiques, des réactions allergiques locales mais pas inquiétantes, pas d'hypersensibilité, un choc vagal. Ça c'était durant la phase clinique. Alors, par la suite, donc, au niveau du centre de déclaration de pharmacovigilance, donc j'ai demandé à les effets graves ou allergiques qui ont été notifiés. Alors on m'a rapporté, je ne parle pas des décès, juste des effets soi-disant allergiques ou graves. Donc il y avait 8 urticaires, 5 dyspnées, 15 obstructions thoraciques et puis 2 Guillain-Barré. Donc ça datait de quelques jours un peu de... Donc voilà, donc les réactions allergiques, ils existent, on a commencé à les explorer, tests cutanés, IDR, on va y revenir, et puis on a commencé à étudier la composition. Il fallait trouver un coupable,
tout le monde s'est acharné donc sur le PEG, parce qu'il était connu, il y avait des sensibilisations qui étaient décrites. C'est un adjuvant, un stabilisateur, mais le problème c'est qu'il est, il est utilisé dans de nombreux produits, donc ça peut aller des produits de beauté jusqu'au laxatif. Il y a des études qui ont montré qu'on peut trouver jusqu'à 40% de la population qui est sensibilisée au PEG. Donc on a commencé à tester, on a incriminé par la suite le polysorbate qui partage les mêmes structures avec le PEG. Le PEG, il y en a plusieurs, ça dépend un peu du poids moléculaire. Ça veut rien dire trouver du PEG, il y a le 3000, le 2000. Donc voilà le polysorbate qu'on a incriminé. Il existe dans beaucoup de vaccins, donc tous les enfants reçoivent, dont le Havrix, le pneumocoque, donc énormément de produits qui en comptent. Alors la deuxième question qu'on s'est posée, quel est le mécanisme? Parce que c'est très important, ça va déterminer un moment la suite. Est-ce que c'est un mécanisme IgE, donc dégradation mastocytaire? Est-ce que c'est lié directement à la particule virale? Mais le mécanisme qui semble le plus documenté, c'est l'activation de la voie du complément. Vous voyez en bas. Donc, alors ça marche pas très bien. Donc c'est l'activation de la voie du complément qui libère donc des produits, donc des dérivés du complément qui vont solliciter énormément de cytokines et de médiateurs de l'inflammation qui vont réagir à différents niveaux d'organes. Donc c'est la théorie la plus documentée maintenant. Donc on voit donc que ça peut expliquer beaucoup de réactions systémiques lointaines. On nous a rapporté dans le centre là où ils font beaucoup de vaccinations. Il y avait beaucoup d'hypertension un petit peu au début. Donc on s'est dit le PEG, oui, mais peut-être qu'il y a autre chose. Donc on revient à la constitution du vaccin. Donc il y a des excipients. On a parlé également de cette colline qui existe un peu au niveau de l'AstraZeneca. On a commencé un peu à parler de l'EDTA, parce qu'il n'est pas responsable. Et on a commencé également de parler de l'aluminium, qui jadis on incriminé dans les réactions retardées, mais on commence à en parler dans ces réactions un peu du Covid pourraient peut-être agir comme adjuvant. Donc cette étude elle est très intéressante, parce que là, elle a colligé 22 patients donc, qui ont fait des problèmes à la vaccination, des problèmes et on a essayé de doser un peu de faire des tests cutanés au PEG, de faire des tests au sorbitol, au vaccin, et puis donc le test d'activation basophile. Alors donc il n'y avait personne, même s'ils ont fait une anaphylaxie, qui avait été testé positif au PEG. Et puis personne n'était positif au sorbitol. Le vaccin était positif à 10%. Et puis donc le test d'activation du basophile était positif dans 10% des cas. Alors la conclusion qu'on pourrait tirer, c'est que ce serait plutôt un mécanisme non immédiat, et ça documente un petit peu plus en faveur d'un mécanisme non IgE, peut-être l'activation du complément. Alors là, c'est une étude également très intéressante. Oui, donc c'est des études très très récentes là, qui viennent de paraître. Donc une grande cohorte qui ont été classés en plusieurs groupes. Le groupe 6 qui a fait l'anaphylaxie, et tous ils ont été explorés par les tests cutanés, l'IDR, et comble, donc ils ont reçu même des tests de provocation au PEG. Alors ce qui ressort, c'est fréquent les anaphylaxies plus dans le sexe féminin, et puis donc la moyenne d'âge était plus de 48 ans. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand ces malades ont été explorés, regardez donc ce qui est un peu orange par le skin test méthylprédnisone acétate, donc ils étaient positifs, mais tous ils sont arrivés à tolérer la deuxième dose. Bon, il y a certains qui ont refusé, ils ont reçu une autre plateforme, donc ça remet un peu en doute cette positivité des tests cutanés et anaphylaxie par le PEG. Alors là également, donc, dans les 6 qui ont fait, dans les 8 qui ont fait
le choc anaphylactique. Donc on trouve donc à peu près donc 71% pour 100 millions. Si on extrapole au million de doses reçues par le Moderna et 28% pour le Pfizer. Alors donc je parlerai, donc ils ont reçu des challenges, donc ils ont été testés. Et comme donc, si on voit le tableau du milieu, 80% donc, qui ont développé des symptômes au test de provocation ont pu recevoir un test de provocation sans problème. Donc ça innocente donc pour une fois le PEG. Et la conclusion des auteurs, c'était que l'hypersensibilité au PEG n'était pas le coupable. Et puis donc les tests cutanés n'étaient pas standardisés. L'intradermoréaction au PEG peut elle-même déclencher de l'anaphylaxie. Et puis donc la valeur vraiment était très discutable. Et beaucoup de la sensibilité, la spécificité était très faible, surtout la sensibilité. La spécificité était acceptable. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme prise en charge? Moi, je ne parle pas de la prise en charge dans l'immédiat. Toujours, l'anaphylaxie peut survenir à n'importe quel moment chez n'importe qui, donc c'est dire toujours la disponibilité de l'adrénaline. Mais ces malades qui posent des problèmes ou qui ont fait des réactions sévères, il faut les surveiller un petit peu plus, il faut les garder un peu plus que les autres. Là, c'était un peu les premières recommandations un peu britanniques où on déconseillait de vacciner quelqu'un qui a des antécédents d'anaphylaxie, d'anaphylaxie à un médicament, à un aliment ou n'importe quelle réaction allergique. Donc par la suite, cette réaction a été énormément modulée soit par les recommandations européennes ou américaines. Et puis donc, je crois que même les Anglais se sont remis en question par la suite. Ils ont dit que les individus avec le PEG, une PEG allergie, peuvent recevoir leur AstraZeneca sans problème, mais nécessitent toutefois une observation, un délai plus important. Donc ça c'était toujours les recommandations de la CDC. Là c'était les recommandations françaises, mais c'était en avril. Je pense que ça roule très vite et ça change. Donc les Français recommandaient de tester. Si le test était positif, le patient donc était inéligible à la deuxième injection. Je pense que c'est des recommandations qui vont changer parce que le mouvement vient toujours des États-Unis, après l'Angleterre, et puis ça arrive en France et puis au Maroc. Donc ça c'est les tests cutanés, leur technique, donc le polysurbat, le xolaire, donc on peut gaspiller un peu une molécule. Alors souvent donc ils testent à travers les fonds de flacons, ils les récupèrent. Nous on n'a pas le droit de récupérer, vous savez comment c'est géré un petit peu les vaccins au Maroc. Donc c'est très difficile d'avoir un peu de flacons. Alors pour les vaccins chinois, il n'y a pas beaucoup de publications. Il y a toutefois, donc, ça c'est des articles un peu thaïlandais qui préconisent que s'il y a une réaction à la première dose, ils proposent soit une réaction donc, de façon graduelle, ce qui a été dit tout à l'heure par Dr. Terry, ou vraiment quand c'est négatif, on peut faire en 2 steps. Ça c'est donc ça également c'est des recommandations. Alors il y a un consensus qui vient de sortir vraiment quelques jours, qui est très important, c'est un de 13 pages. Il prend tous les cas de figure. S'il y a quelqu'un qui est allergique, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a quelqu'un qui a fait une réaction à la première dose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on teste tout le monde? Le résumé de ces 13 pages, c'est que tester comme ça à l'aveugle ou faire des tests cutanés pour prédire est-ce qu'il y a une réaction n'est pas admis. Tester quelqu'un qui a du PEG n'est pas admis. Administrer des antihistaminiques comme c'est préconisé un petit peu par l'équipe française ou de la corticothérapie n'est pas préconisé. Il a été démontré que la corticothérapie peut diminuer la réaction immune chez quelqu'un qui reçoit un peu sa vaccination. De ce fait, ils sont contre la prémédication. Ça rappelle un peu ce qui était fait il y a quelques années pour l'injection au produit de contraste ou les reins. Alors pour les cas qui ont fait une injection, donc une réaction sévère après la première injection, donc il propose ce qu'on appelle un char médical, une décision médicale partagée, avec soit choisir une autre plateforme, s'il a pris donc de
voilà, Pfizer, il peut prendre l'Astra, sinon il peut prendre du Sinopharm, sinon retarder un petit peu jusqu'à ce que le problème s'éclaircisse. Voilà, en gros, donc vraiment ils sont contre un peu tester systématiquement, ils disent que ça n'a aucune valeur prédictive, et on a vu tout à l'heure que ça peut être vraiment faussement rassurant dans la mesure où il y a la sensibilité très très faible, 50% de faux négatifs. Donc ça c'est un peu le résumé, si on veut dire, de ces recommandations. Là c'est les recommandations européennes, donc l'observation est toujours de 5 minutes est préconisée. Pour des patients à risque, donc qui nécessitent une surveillance plus accrue. La réaction allergique peut apparaître chez n'importe qui, et puis donc les vaccins, les centres doivent être bien préparés pour gérer ces réactions. S'il y a une réaction sévère après la première dose, référée à l'allergie, puis donc on a vu la valeur des tests cutanés, les tests de désensibilisation ou les protocoles graduels, on va voir un peu tout à l'heure, faire avec ce qu'on appelle des protocoles d'accoutumance et de mise. Alors voilà, donc finalement, donc, quand on fait le parcours de la littérature, de plus en plus on innocente un petit peu le PEG, le polysorbate, on se rend un peu peut-être vers d'autres molécules, j'ai parlé tout à l'heure des phosphates d'aluminium, on ne connaît pas très bien de quoi sera fait le futur, et puis donc il a été démontré que également ça ne sert à rien de tester comme ça à l'aveugle, et s'il y a une personne qui a une allergie au PEG connu, donc on peut faire avec soit une méthode d'accoutumance, soit un truc de lié, en tout cas une surveillance plus accrue que ce qu'on fait pour la population générale, mais le test au PEG n'innocente pas le malade et ne prédit pas la réaction allergique. Voilà un protocole qui a été fait chez un infirmier qui a fait une réaction qui était très connue au PEG, mais on arrivait là, donc c'était un peu l'équipe française donc, qui croyait beaucoup au test. C'est un protocole de dilution, voilà, qu'on pourrait préconiser en cas de réaction à la deuxième dose. En fait, c'est ce qu'on faisait pour les réactions en pédiatrie, quand la vaccination est vraiment indispensable. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que la réaction allergique au vaccin est très rare, que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui restent en pointué, il y a beaucoup de trous dans la raquette encore, mais ce que je dis, c'est que c'est le vaccin qui sauve des vies. On s'attend à une quatrième vague, et je crois qu'il ne faut pas incriminer un petit peu de façon injuste un peu un vaccin. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on attendait ce vaccin avec, je dirais, grande patience, et on ne connaît pas tout sur ce vaccin. C'est à peine 2 mois qu'on commence à coexister avec lui. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Marawi, pour cet excellent tour d'horizon avec des publications très très récentes. Le polysorbate est un dérivé du polyéthylène-glycol et qu'il n'y a pas une personne ici dans la salle qui n'a pas pris dans sa vie le polyéthylène-glycol. S'il y avait des accidents graves anaphylaxiques au polyéthylène-glycol, on l'aurait tous su. Donc, c'est plus de la phobie qu'autre chose. Alors, les tests au vaccin, on peut tester les excipients pour rassurer les malades, ça sert uniquement à ça. Mais les tests au vaccin, quand vous faites les équipes qui ont testé les vaccins, pour surtout les gens qui ont fait des réactions à la première dose, ils sont tous positifs parce qu'il y a une réaction immunologique qui est différente de la réaction allergique. Donc ils vont réagir. Et ces tests-là, ils ne le font plus parce que ce n'est pas relevant, ça ne signifie rien du tout côté allergie. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc, à mon avis, il faut plus rassurer que contre-indiquer, parce qu'on est harcelé, comme le disaient des confrères, par des demandes de certificats de contre-indication qui ne sont absolument pas justifiées. Donc, pour faire est-ce qu'il y a d'autres questions?
Shafir, j'ai été interpellée par ta première diapo, enfin la deuxième ou troisième, où tu as marqué qu'avec Sinopharm, il y avait 22 cas de Covid après. Il s'agit des enfants. Comme vous avez très bien dit, les tests cutanés ne sont pas standardisés. Alors, de faire un test au polyéthylène glycol au PS80 et dire que test est négatif n'élimine pas une allergie. Et vraiment, en pratique, on a peur d'avoir des chocs anaphylactiques chez des patients qui ont déjà rapporté un choc anaphylactique, parce qu'en pratique, tous les patients ils se sont très bien renseignés, tout le monde nous raconte des histoires. J'ai fait une anaphylactie, j'étais hospitalisée. Bon, je sais pas, je pose une question du point de vue pratique. Il n'y a pas de test cutané standardisé. Un test cutané négatif n'élimine pas une réaction ou une sensibilisation. On dit qu'il n'y a pas de sensibilisation polyéthylène glycol au PS80, mais on peut pas, mais on doit pousser loin ou nous arrêter, ou surtout envoyer chez ces patients qui rapportent surtout l'anaphylaxie pour être vaccinés dans le milieu hospitalier, ou même proposer la vaccination fractionnée, comme vous avez dit. Merci. Merci Firdausi pour cette question très intéressante. Par la limite, je dirais ce que disait Yous tout à l'heure. Je dirais qu'il n'y a pratiquement pas de contre-indication à vacciner un enfant. S'il fait je crois que les allergos, les centres sont équipés pour gérer s'il y a une manifestation. Mais de là à contre-indiquer, il n'y a aucun examen qui va prévoir qu'il y aura une réaction. Oui, docteur Labi. Docteur Labi. Non, vas-y. Le problème qui se pose pour la contre-indication, on a fait des webinaires à l'échelle avec la France, avec tous les pays francophones. Ça a été très clair. Et Younes le répète à chaque fois qu'il est là. Moi, le problème que je pose, c'est la communication. Il n'y a pas de communication entre la sympathique l'équipe qui coordonne un allergologue dans la commission. Il faut au moins quelqu'un qui soit formé en allergologie, qui connaît la communication, je ne fais pas. Chacun fait ce qu'il peut. Nous, les cabinets, nous sommes cloués, nous sommes désarmés, on fait ce qu'on peut, bien sûr, mais la communication ne passe pas. Là, il faut compléter. Donc, au début, c'est vrai que c'était un peu plus politique et tout le monde disait éviter chez les allergiques. On a bataillé, donc il y a Moulay Idriss, pas Moulay Idriss, donc on a essayé, on a donné toute la bibliographie, parce qu'on a fait tout à l'heure parler des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, mais on a eu des gens qui voulaient se faire vacciner et on les privait. Ils partent dans un centre, non. Et parfois on leur disait, je leur dis que vous n'avez rien. On a eu des infirmières qui avaient des allergies au bêta-lactamine, on les privait. On leur disait, ne dites rien. Parce que c'est angoissant pour un médecin. Un médecin qui est de garde, il est là, il est emmerdé, il n'a pas envie de gérer une anaphylaxie. Dernière question, Adil Chouaïbaïno, et puis on arrête, s'il vous plaît. Merci, le président. Parce que je ne vais pas dire uniquement que le privé, même le public, parce qu'on a une quantité importante de vaccins, on a des gens qui ont des antécédents, etc. Donc on doit vraiment, dans un laps de temps vraiment bref, de sélectionner et dire des choses. On n'a pas de c'est-à-dire on a des études malaisiennes, américaines, etc. Et on trouve toujours une sous-notification, on trouve 5 dyspnées, quelques fièvres, etc. Donc il faut vraiment notifier et avoir un allergologue au sein de l'équipe de la commission médicale scientifique. Merci. Merci Adil. Ça fait dernière, s'il vous plaît. Heureusement, les réactions d'anaphylaxie au vaccin sont rares et n'ont même pas été rapportées dans les essais cliniques. Donc je parle des vaccins à ARN messager. D'accord? Alors une fois qu'on a introduit Pfizer ici, on a commencé à se poser la question. Donc il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Il faut passer au Sinopharm et le problème est réglé. Pour ce qui concerne le PEG, on a rapporté des réactions anaphylaxiques autoptiques vis-à-vis du PEG. Maintenant, s'il y a une réaction, s'il y a une sensibilisation vis-à-vis du PEG, on va se rendre compte dans les années à venir parce qu'il rentre dans la composition de plusieurs médicaments. Merci beaucoup. Alors juste avant de finir cette session qui a été une session très très bien avec beaucoup d'interventions, nous avons le symposium AstraZeneca, donc vous restez dans la salle
Et je vous rappelle qu'il y a l'Assemblée. S'il y a une crainte chez les collègues, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, vous allez voir, il n'y aura pas de problème. Il faut pratiquer. Au revoir.